Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo concernant toujours les liaisons chimiques, nous allons voir la méthode générale adoptée pour représenter les molécules et les ions moléculaires. Pour cela, nous allons parler de Gilbert Lewis et plus précisément de sa méthode qui permet de représenter les molécules et les ions moléculaires. Nous savons maintenant que ce sont les électrons de valence qui sont impliqués dans les liaisons chimiques. La méthode de Lewis permet de représenter un atome et ses électrons de valence dans un premier temps. Les représentations de Lewis sont utiles pour décrire, prévoir et expliquer la formation de composés. C'est une façon d'écrire les molécules qui est utilisée dans le monde entier, d'où l'intérêt de maîtriser cette méthode. Nous allons d'abord commencer par la représentation de Lewis des atomes. Dans cette méthode, le noyau et les électrons de la couche interne d'un élément sont représentés par le symbole de ce dernier. Les électrons de la couche de valence sont représentés par des points tracés autour de ce symbole. Pour comprendre cela, nous allons voir quelques exemples. L'hydrogène de configuration 1s1 possède donc un électron. Il sera donc représenté par le symbole H et un point pour son électron. L'oxygène de configuration 1s2 2s2 de P4 possède 6 électrons de valence répartis dans les différentes orbitales atomiques. L'oxygène possède donc 2 électrons célibataires et 2 doublés d'électrons. Il sera représenté de cette manière. Un point pour l'électron célibataire, 2 points pour le doublé. Nous pouvons également représenter le doublé d'électrons non pas par les 2 points, mais par un tiret. Et donc l'oxygène aura 2 tirets pour les 2 doublés et 2 points pour les 2 électrons célibataires. L'azote de configuration 1s2 2s2 de P3 possède 5 électrons de valence, qui seront répartis comme suit. Donc l'azote possède un doublé et 3 électrons célibataires. Il sera donc représenté de cette manière, ou bien par un tiret et 3 points qui entourent le symbole de l'azote. Le fluor de configuration S2 2s2 de P5 possède 7 électrons de valence. Donc le fluor possède 3 doublés et 1 électron célibataire. Il sera représenté de cette manière, ou bien par 3 tirets et 1 point autour du symbole du fluor. Notons que tous ces éléments que nous venons de représenter sont dans leur état fondamental. Ce n'est pas le cas de tous les atomes dans le tableau périodique. En effet, certains éléments existent dans un état excité. C'est le cas du bore de configuration 1s2 2s2 de P1. Dans un état fondamental, le bore possède un doublé et un électron célibataire. Sauf que le bore n'existe pas dans cet état. Nous avons le doublé du bore qui est excité et donc, au lieu d'un doublé et d'un électron célibataire, le bore a plutôt 3 électrons célibataires. Donc le bore sera représenté par le symbole B et 3 points autour de ce symbole. Le bore possède une case vacante. Cette dernière peut également être représentée par un petit rectangle au-dessus du symbole du bore. Le carbone aussi n'existe pas dans son état fondamental. Dans ce dernier, le carbone possède un doublé et 2 électrons célibataires, sauf que le carbone, dans la majorité des molécules organiques, existe dans un état excité. Et là, il possède 4 électrons célibataires, qu'on représentera par 4 points autour du symbole du carbone. Une remarque très importante, nous avons vu que les éléments d'un même groupe ont même configuration électronique externe. Ceci implique que l'aluminium qui est dans le même groupe que le bore aura donc la même représentation que ce dernier. Donc, nous allons avoir l'aluminium entouré de 3 électrons célibataires. De même, le silicium qui est dans le même groupe que le carbone sera donc représenté par le symbole du silicium et 4 points autour de ce symbole comme le carbone. En général, les éléments des groupes 3A et 4A,
qui appartiennent à la deuxième et troisième période sont dans un état excité dans la majorité des molécules qu'on connaît. Passons maintenant à la représentation de Lewis des molécules. Dans la méthode de Lewis, nous avons plusieurs étapes. La première consiste à déterminer le nombre d'électrons de valence. Ces derniers sont importants puisque ce sont eux qui vont être impliqués dans les liaisons chimiques. En deuxième étape, nous allons répartir les électrons de valence autour de chaque atome, comme nous l'avons vu précédemment. La troisième étape consiste à construire le squelette de la molécule. Pour cela, il faut choisir l'atome central qui sera au centre de l'édifice. Donc, comment le choisir? Tout d'abord, ça va être celui qui possède l'indice le plus faible, c'est-à-dire le moins présent dans la molécule. Par exemple, si on prend la molécule H2SO4, nous avons 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Un seul atome de soufre, donc l'indice du soufre, c'est 1. Donc, c'est lui l'atome central. Notons que l'hydrogène ne peut pas être atome central. Il ne peut faire qu'une seule liaison vu qu'il a un seul électron. Donc, ce dernier se place plutôt vers l'extérieur de la molécule. Dans le cas où tous les indices des atomes de la molécule sont identiques, l'atome central sera le moins électronégatif. C'est cette règle qui va être le plus appliquée. Donc, si on prend la molécule, par exemple HCN, nous avons un atome de carbone et un atome d'azote. Nous n'allons pas parler de l'atome d'hydrogène puisqu'il ne peut pas être atome central. Donc, entre le carbone et l'azote, qui sera atome central d'après vous? Donc, ça va être le carbone. Pourquoi? Parce qu'il est moins électronégatif que l'azote. Donc, c'est lui l'atome central. En quatrième étape, nous allons lier les atomes entre eux par leur électron célibataire pour construire l'édifice de la molécule. Et puis, nous allons vérifier la règle de l'octet en dernière étape. Mais attention! Dans le cas d'un ion moléculaire, nous devons prendre en considération la charge portée dans le calcul du nombre d'électrons de valence. Pour rappel, une charge négative est un gain d'électrons, une charge positive est plutôt une perte d'électrons. Prenons l'exemple suivant, celui de NH4+. Dans ce dernier, le nombre d'électrons de valence est égal aux 5 électrons de l'atome d'azote et ceux des 4 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence, donc pour les 4 atomes, nous allons écrire 4 fois 1. Comme la charge portée est une charge plus, c'est-à-dire plus 1, donc nous devons enlever moins 1 électron. Et donc nous aurons 8 électrons au total. Dans le cas de l'ion SO4 2-, le nombre d'électrons de valence est égal aux 6 électrons de l'atome de soufre, plus 4 fois 6 pour les 4 atomes d'oxygène. Comme la charge c'est moins 2, donc nous devons rajouter 2 électrons. Et au total, nous aurons 32 électrons de valence. Il est fréquent dans les liaisons chimiques d'avoir besoin de comparer l'électronégativité de 2 atomes. Donc pour cela, nous devons rappeler comment évolue cette dernière dans le tableau périodique. Nous allons prendre un tableau périodique simplifié où nous allons voir les atomes le plus souvent rencontrés dans les molécules étudiées. Nous avons juste la première, deuxième et troisième période et nous allons éliminer le groupe des gaz rares puisque ces derniers sont stables et donc ne se lient pas. L'électronégativité dans le tableau périodique varie de la manière suivante. Le fluor étant l'élément le plus électronégatif, lorsqu'on se déplace vers le fluor dans une période, c'est-à-dire de gauche vers la droite, l'électronégativité va systématiquement augmenter. Et lorsqu'on va vers le fluor dans un groupe, c'est-à-dire de bas vers le haut, l'électronégativité va également augmenter. Sinon, nous pouvons utiliser une petite méthode pour nous rappeler
des éléments les plus électronégatifs du tableau périodique. Ce sont ceux-là. Il suffit de dire Falkland-Brich. Donc, fluor, oxygène, chlore, azote, brome, iode, soufre, carbone et hydrogène. Et l'électronégativité diminue dans ce sens. C'est-à-dire que le fluor, comme vous le savez, est le plus électronégatif de cette liste, et bien sûr du tableau périodique aussi, et l'hydrogène est le moins électronégatif de ces éléments-là. Pour mieux comprendre la méthode de Lewis, nous allons étudier certains exemples. Commençons par la molécule H2O, qui est une molécule assez simple. Toute représentation de Lewis commence par la représentation de Lewis des atomes impliqués dans la molécule. Donc, nous avons de l'hydrogène de configuration S1, on représente son électron de valence dans sa case quantique, et puis on donne la représentation de Lewis de l'hydrogène. De même, on va représenter les 6 électrons de valence dans les cases quantiques pour déterminer les électrons célibataires et les doublés. Et on représente l'oxygène avec ses 2 tirets pour les 2 doublés et ses 2 points pour les 2 électrons célibataires. On calcule ensuite le nombre d'électrons de valence qui est égal à 2 fois 1 pour les 2 hydrogènes plus 6 pour l'oxygène. Ça nous fait 8 électrons de valence et donc 4 doublés d'électrons, puisque chaque doublet comporte 2 électrons. On choisit ensuite l'atome central. Dans ce cas, c'est l'oxygène. C'est assez simple. Et puis, on va établir les différentes liaisons. Donc, on place l'atome central au milieu et on place autour les différents atomes présents dans la molécule. Ici, il y a 2 hydrogènes, donc il faut les mettre tous les 2, même s'il s'agit du même atome. Donc, on oriente les électrons célibataires des atomes vers l'atome central et on va lier ces derniers entre eux. Et on va constituer des 2 liaisons covalentes OH. Notons que les électrons de valence se partagent en doublés non liants et en doublés liants. Mais qu'est-ce qu'un doublé non liant et qu'est-ce qu'un doublé liant? Un doublé liant, c'est tout simplement le doublé qui participe à la liaison covalente, alors que le doublé non liant ne participe pas à la liaison covalente. C'est un doublé qui est représenté sur un atome, c'est un doublé disponible ou libre. Dans notre cas, nous avons 2 doublés liants, ce sont les liaisons covalentes OH, et 2 doublés non liants qui sont représentés sur l'atome d'oxygène. Donc nous avons au total 4 doublés de valence et ce sont ceux qu'on avait calculés au départ. Il est important de vérifier si nous avons exactement le même nombre de doublés parce qu'il arrive souvent qu'on oublie de représenter les doublés non liants et ces derniers sont importants pour déterminer la géométrie d'une molécule. Puis enfin, on va vérifier la règle de l'octet. Donc pour l'hydrogène, bien sûr, c'est la règle du Dewey qu'on va considérer. Dans ce cas, nous voyons que l'hydrogène est entouré de 2 électrons, donc la règle du Dewey est respectée. L'oxygène, quant à lui, est entouré de 8 électrons. La règle de l'octet est respectée également. Voilà, c'est terminé pour la représentation de Lewis de la molécule H2O. Passons à une autre molécule. Prenons la molécule HCN. Je vous invite à arrêter la vidéo et essayer de faire la représentation de Lewis de cette molécule. Passons à la solution. L'hydrogène a déjà été représenté, donc nous allons représenter juste le carbone et l'azote. Commençons par l'azote et ses 5 électrons de valence qui sont représentés dans les cases quantiques. Donnons la représentation de Lewis de l'azote. Et puis, on va faire de même pour le carbone, mais lui va exister dans un état excité. Donc, on représente les 4 électrons célibataires sur l'atome de carbone par 4 points. Nous allons calculer le nombre d'électrons de valence de la molécule. C'est égal à 1 pour l'hydrogène, plus 4 pour le carbone, plus 5 pour l'azote. Ça nous fait 10 électrons de valence, donc 5 doublés d'électrons.
Nous allons donner l'atome central. Cet exemple a été déjà donné au début de la vidéo. C'est le carbone parce que c'est lui qui est moins électronégatif que l'azote. On place donc le carbone au centre et on va placer les autres atomes autour de ce carbone en orientant les électrons célibataires vers cet atome central. On commence par lier les atomes qui n'ont pas beaucoup de liaisons à établir. C'est le cas de l'hydrogène et donc là, nous allons lier l'hydrogène au carbone. Il reste 3 électrons célibataires sur le carbone et 3 sur l'azote. Donc, il est simple de faire les différentes liaisons entre le carbone et l'azote et nous obtenons une liaison triple. Nous allons représenter un peu mieux la molécule et là, nous allons compter le nombre de doublés présents. Nous avons 4 doublés liants, ce sont ceux de la liaison CH et la liaison Cn. Et un doublé non liant porté par l'atome d'azote. Donc nous avons au total 5 doublés d'électrons. Puis nous allons vérifier la règle de l'octet. D'abord la règle du Dewey pour l'hydrogène qui est respectée. Le carbone est entouré de 4 doublés, donc 8 électrons, donc la règle de l'octet est respectée. C'est le cas également pour l'atome d'azote, où nous avons 8 électrons autour de l'atome d'azote. Donc la règle de l'octet est également respectée. Dorénavant, nous allons nous occuper que de l'atome central pour vérifier la règle de l'octet. Voilà, c'est terminé pour l'exemple de la molécule HCN. Passons maintenant à un exemple un peu plus compliqué, la molécule H2SO4. Nous avons déjà représenté l'hydrogène et l'oxygène dans les exemples précédents, donc nous allons nous contenter de représenter le soufre. Le soufre de configuration AS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 possède 6 électrons de valence, représentés de cette manière. Donc la représentation du soufre est identique à celle de l'oxygène. Ils appartiennent au même groupe, donc 2 tirets et 2 points entourant le symbole du soufre. Le nombre d'électrons de valence dans ce cas est égal à 2 fois 1 pour les hydrogènes, plus 6 pour l'atome de soufre et plus 4 fois 6 pour les 4 atomes d'oxygène. Donc nous avons 32 électrons de valence, donc 16 doublés d'électrons. L'atome central, nous l'avons vu dans le début de la vidéo, est le soufre. Donc on place le soufre en premier et tous les autres atomes autour de l'atome de soufre. Donc 4 oxygènes et 2 hydrogènes. Nous allons maintenant suivre certaines règles. Ce ne sont pas des règles absolues, mais c'est des règles qui nous permettent de donner la bonne représentation de Lewis de la molécule. Donc l'hydrogène ne va pas se lier directement à l'atome central quand il y a plusieurs atomes autour. Donc il va se lier aux atomes présents dans la molécule. Sinon, si on lie directement l'hydrogène à l'atome de soufre, on va constituer la molécule H2S et donc il n'y a plus de liaison à faire. Et puis, il faut savoir que l'hydrogène, lorsqu'il se retrouve dans une molécule en présence d'oxygène, il se lie de préférence à ce dernier. Donc nous allons établir les 2 liaisons OH. À ce stade, nous serions tentés de lier les groupements OH aux 2 oxygènes restants et par la suite lier ces 2 groupements directement au soufre. Mais cette représentation est fausse. Parce que, en règle générale, lorsqu'on a 2 oxygènes dans la molécule, on évite de les lier entre eux. Justement, ce sont des atomes électronégatifs. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de liaison OO, parce que cette dernière existe dans certaines molécules. Donc, on élimine cette possibilité et on va directement lier maintenant, en règle générale, les groupements ou les atomes qui ont le moins de liaisons à faire à l'atome central. En l'occurrence ici, ce sont les groupements OH. Donc il nous reste 2 atomes d'oxygène à lier à l'atome de soufre. Donc 2 possibilités vont s'offrir à nous. Dans un premier temps, on va penser à exciter les doublés de l'atome de soufre. Ceci est possible parce qu'il existe dans la même couche une sous-couche qui est vide et c'est la sous-couche 3D. Donc en excitant les doublés, les électrons vont être déplacés sur la 3D et on obtient le soufre avec 6 électrons célibataires et donc on peut faire un peu plus de liaisons covalentes directes.
Donc là, nous obtenons donc la molécule H2SO4 en faisant 2 doubles liaisons entre le soufre et les 2 oxygènes restants. On regarde maintenant si on a le bon nombre de doublés d'électrons. Effectivement, nous avons 8 doublés liants qui sont les différentes liaisons entre les atomes et 8 doublés non liants qui sont sur les 4 oxygènes de la molécule. Donc nous avons 16 doublés au total. Maintenant, nous allons regarder l'environnement électronique de l'atome de soufre. Il y a 6 doublés qui entourent l'atome de soufre, donc 12 électrons de valence autour de l'atome de soufre. La règle de l'octet n'est pas respectée. La deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est d'utiliser quelque chose que nous avons vu dans la première vidéo. C'est la propriété de l'oxygène de réarranger ses électrons lorsqu'ils se retrouvent devant un atome qui possède des doublés non liants auxquels il va se lier. Et donc l'oxygène sera représenté de cette manière. 3 doublés et une case vide. En présence des doublés de l'atome de soufre, les 2 oxygènes vont réaliser des liaisons datifs. La liaison dative, une fois établie, ressemble parfaitement à la liaison covalente. Donc on va représenter la molécule plus simplement de cette manière. Nous allons compter le nombre de doublés présents. Nous avons 6 doublés liants qui sont les différentes liaisons de la molécule et 10 doublés non liants qui sont sur les 4 atomes d'oxygène. Donc nous avons les 16 doublés d'électrons calculés au départ. Maintenant, nous allons regarder l'environnement électronique de l'atome de soufre. On remarque qu'il est entouré de 4 doublés. Donc, il a 8 électrons dans sa couche externe. Donc, la règle de l'octet est respectée. Donc, en règle générale, si on veut que dans la molécule, la règle de l'octet soit respectée, nous allons éviter d'exciter les doublés du soufre. Bien sûr, il faut que ce soit possible. Ça veut dire qu'on ait cette possibilité de ne pas le faire. Donc, l'excitation des doublés va systématiquement conduire au non-respect de la règle de l'octet. Il faut savoir aussi qu'on ne peut exciter des doublés de l'atome central que si il y a dans la même couche des cases ou des orbitales qui sont vides pour recevoir les électrons excités. Maintenant, à des ions moléculaires. Prenons l'exemple de l'ion carbonate CO3-. Le nombre d'électrons de valence de ce dernier est égal à 4 pour les électrons de l'atome de carbone, plus 3 fois 6 pour les électrons de l'atome électrons de valence des atomes d'oxygène, et donc plus 2 pour la charge portée par l'ion carbonate. Et ça nous donne 24 électrons de valence, c'est-à-dire 12 doublés. L'atome central dans ce cas, c'est tout simple, c'est l'atome de carbone. Donc on le place en premier et on place autour les 3 atomes d'oxygène. On va lier directement un atome d'oxygène avec l'atome central. Et rappelez-vous qu'on évite de lier les oxygènes entre eux quand on peut faire autrement. Maintenant, il reste 2 électrons sur l'atome de carbone et puis 2 électrons sur chacun des atomes d'oxygène. Donc 4 électrons célibataires de l'autre côté. Donc là, bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons une charge négative sur notre ion moléculaire. Et il faut en tenir compte dans les électrons de valence. Donc on va rajouter ces 2 électrons en plus. Bien sûr, on va les rajouter sur l'atome d'oxygène. Et bien sûr, pas sur le même atome d'oxygène, sinon on va saturer toutes les couches de l'atome d'oxygène et il n'aura pas besoin de se lier. Donc on va le faire équitablement. Un électron de plus pour le premier atome d'oxygène et on obtient au moins. Où ce dernier possède 3 doublés et un électron célibataire et il portera la charge moins parce que cet électron ne lui appartient pas à l'origine. Et de même, le deuxième oxygène en captant un électron sera représenté de la même manière. Donc maintenant, nous avons 2 électrons sur l'atome de carbone et un électron sur chacun des atomes d'oxygène chargés négativement. Donc il suffit d'établir les 2 liaisons covalentes. On représentera cette molécule d'une façon plus correcte.
Nous pouvons également représenter cette molécule au lieu de mettre les charges sur les atomes d'oxygène, puisque c'est une charge pour tout liant moléculaire, on va la placer, la molécule entre crochets et la charge à l'extérieur de ces crochets. Nous allons compter le nombre de doublés présents. Il y en a 4 doublés liants, c'est ceux des différentes liaisons CO, et 8 doublés non liants, ce sont les doublés portés par les 3 atomes d'oxygène. Donc nous avons 12 doublés calculés au départ. Vérifions maintenant l'environnement électronique de l'atome de carbone. Nous avons 8 électrons autour du carbone, donc la règle de l'octet est respectée. Voilà, c'est terminé pour l'ion carbonate. Maintenant, un ion moléculaire positif, l'ion ammonium NH4+. Le nombre d'électrons de valence dans ce cas est égal aux 5 électrons de valence de l'azote, plus 4 fois 1 pour les 4 hydrogènes, et bien sûr moins 1, puisque nous avons une charge plus sur l'ion ammonium. Donc nous avons 8 électrons de valence, donc 4 doublés d'électrons. L'atome central dans ce cas, c'est bien sûr l'azote. On place l'azote au milieu et les différents hydrogènes autour. Et on commence à lier les différents hydrogènes à l'atome central. Sauf qu'il faut tenir compte de la charge positive de notre ion. Donc nous allons enlever un électron à l'hydrogène pour avoir un H+, qui possède une case vide. Une case vide, un doublé disponible sur l'atome d'azote, une liaison dative va se produire et nous obtenons l'ion NH4+. Si on compte le nombre de doublés présents, nous avons 4 doublés d'ions, ce sont les 4 liaisons NH. Donc le nombre calculé au départ est retrouvé. Puis, nous allons regarder l'environnement électronique de l'atome d'azote. Nous avons 8 électrons autour de ce dernier. Donc la règle de l'octet est respectée. Voilà, c'est terminé pour cet exemple. J'espère que ces exemples vous ont permis de comprendre la méthode de Lewis. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo où nous allons maintenant parler de la géométrie de ces molécules.